incidemment, on trouve dans vos textes, dans votre œuvre, on trouve tout de même des références qui présentent un intérêt peut-être pour le sportif en général, en tout cas pour la question sportive. Par exemple, lorsque vous distinguez à la suite des stoïciens entre le skopos et le télos, au fond entre le but et la fin, deux manières de se rapporter au temps. Est-ce que Oui, alors voilà, l'une des rares fois où j'ai parlé du sport, c'est effectivement pour commenter cette distinction stoïcienne entre le skopos, alors c'est-à-dire littéralement le but, et le télos, c'est-à-dire littéralement la fin, au sens de la finalité. Prenons un exemple concret avant d'aller au fond, la course à pied. Le but, au fond, c'est la ligne d'arrivée. Elle est à 100 mètres, si on court un 100 mètres. Et donc, il n'est pas là, le but, puisque par définition, quand on est en train de courir, on n'est pas sur la ligne d'arrivée. La fin, c'est de courir le plus vite possible. Et pendant que le sportif est en train de faire sa 3e foulée, il n'a pas encore atteint son but, il n'a pas atteint la ligne d'arrivée, mais il est déjà en train de courir le plus vite, le mieux possible. Il a déjà atteint son télos. Autrement dit, le but est toujours à venir, et donc il n'est jamais là. Le but, par définition, on ne l'a pas atteint, puisque une fois qu'on l'a atteint, ce n'est plus un but. Le but est toujours à venir, et donc il n'est jamais là. Le télos, la fin, est toujours présente, toujours actuelle, toujours là. Alors pour montrer les enjeux, il faut prendre peut-être un exemple un peu plus développé. C'est d'ailleurs un exemple qui m'intéresse pour toutes sortes de raisons, mais entre autres parce qu'on trouve en effet dans des textes stoïciens, mais aussi en Orient, dans des textes bouddhistes et taoïstes. C'est l'exemple du tireur à l'arc. Alors on va prendre l'exemple dans une formulation sportive et contemporaine. Imaginez la finale de l'épreuve de tir à l'arc aux Jeux Olympiques. Vous avez là les 8 finalistes, par exemple, tous en train de viser en même temps, par hypothèse, je ne sais pas si c'est le cas à l'épreuve réelle, mais peu importe, et vous les interrogez les uns après les autres. Et vous demandez au premier, alors, tu espères atteindre la cible ? L'autre va vous dire, attendez, bien sûr, c'est la finale des Jeux Olympiques, bien sûr que j'espère atteindre la cible. Et comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, comme dit Spinoza, parce qu'il espère atteindre la cible, inévitablement, il a peur de la rater. C'est ce qu'on appelle exactement la pression. Il est pris entre l'espoir et la crainte, ou plutôt, il a les deux inévitablement ensemble, et comme il espère très très fort atteindre la cible, il a très très peur de la manquer. Comme c'est un très grand champion, il atteint la cible quand même, mais la main a très légèrement tremblé à cause de la pression, il atteint la cible, mais pas en plein cœur, pas au plein centre. Et si vous interrogez les 7 premiers finalistes, ils vont tous vous leur demander, est-ce que tu espères atteindre la cible ? Tous vous diront, bien sûr, j'espère atteindre la cible, c'est la finale. Parce qu'ils l'espèrent, ils ont peur de la rater, leurs mains tremblent très légèrement, ils ont la pression, ils touchent la cible, mais pas au plein centre. Et puis, vous interrogez le 8e et dernier finaliste, qui serait par exemple un petit sportif japonais qui ne paye pas de mine, un maître zen quelconque. Vous lui demandez, alors toi aussi, tu espères atteindre la cible ? Il vous répond, mais non. Pourquoi ? Attends, c'est la finale, si tu la vises, c'est que tu espères l'atteindre ? Ah non, pas du tout. Mais alors pourquoi tu la vises ? Parce que je veux la viser. Et sur les 8, il y en a tout d'un coup un et un seul dont vous comprenez que lui ne désire pas quelque chose qui est à venir, atteindre la cible. La flèche n'est pas encore partie, les 7 autres désirent atteindre la cible. Ils désirent ce qu'ils n'ont pas, par définition. Ils sont donc en manque, ils désirent quelque chose qu'ils n'ont pas. Le 8e ne désire que bien viser la cible. Or, c'est exactement ce qu'il fait. Si bien que les 7 premiers désirent ce qu'ils n'ont pas, non pas ce qu'ils désirent, donc ne sont pas heureux, puisque être heureux, c'est exactement avoir ce qu'on désire. Le 8e ne désire qu'une seule chose, viser la cible, c'est ce qu'il fait, il désire ce qu'il fait, il fait ce qu'il désire, il est heureux. Il est à la fois concentré et en souplesse, comme dit Épictète, sans pression, comme diraient les sportifs aujourd'hui, et donc il atteint un pouls en plein cœur, disent les textes taoïstes. Alors voilà, c'est ça. Les 7 premiers visent un skopos, un but, et donc ils désirent ce qu'ils n'ont pas. Le but, par définition, on n'y est pas. Quand la flèche sera là, l'épreuve sera terminée, il sera trop tard. Le 8e ne désire aucun skopos, il désire un télos. Il désire viser bien pendant qu'il vise. Les 7 premiers désirent l'avenir, c'est ce qu'on appelle une espérance, donc une peur. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Le 8e désire ce qui dépend de lui, désire ce qu'il fait. Ce n'est plus une espérance, c'est une volonté, c'est une action. Alors,
en termes de tir à l'arc, je pense que le 8e bénéficiera d'un avantage et que toute chose égale par ailleurs, si dans le même niveau sportif, le 8e sera le meilleur parce qu'il aura sûrement moins de pression. Mais surtout, philosophiquement, c'est pas du tout la même chose. Parce que désirer ce qu'on n'a pas, c'est se séparer du bonheur, bien sûr. Et d'ailleurs, j'ose pas imaginer que le finaliste en train de viser sa cible, au final des Olympiques, se dise « qu'est-ce que je suis heureux ?» Non, il va se dire « mais il a la pression, il a peur ». Au fond, c'est un moment d'angoisse. Le 8e qui se fout d'atteindre ou pas la cible, il vise la cible, c'est ce qu'il désire, c'est ce qu'il fait, il est heureux. Et les textes stoïciens disent que le sage préfère viser bien la cible et la rater parce qu'une saute de vent soudaine aura fait dévier la flèche, plutôt que viser mal la cible et atteindre pourtant la cible parce qu'une saute de vent soudaine aurait remis la flèche dans la bonne direction. Autrement dit, ce qui compte, c'est pas le résultat de l'acte, comme diraient les orientaux. Ce qui compte, c'est l'acte lui-même, c'est la qualité de l'acte. C'est pas le but, le scopos, c'est la fin, le télos. Et c'est là où il y a à la fois le plus de bonheur, le plus de sérénité et, me semble-t-il, le plus d'efficacité. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que pour illustrer des réflexions philosophiques sur le désir, sur l'espérance, sur la volonté, on peut prendre un exemple sportif. Le sport a là une vertu pédagogique. Ah oui, bien sûr, mais comme on peut prendre des exemples dans le business ou dans la politique. Oui. Pas plus le sport, mais pas moins. Si vous voulez, là, je prends un exemple sportif parce que nous parlons du sport, mais bien sûr que ça peut avoir une vertu pédagogique, une vertu d'exemple, mais comme toute activité humaine, si vous voulez. Alors, ce qui me désole, c'est que quand je vois le sport comme il est pratiqué, on met dans la tête de malheureux enfants l'idée de désirer perpétuellement un but à venir. Le gamin, il a 7 ans, il est en train de faire ses premiers échanges au tennis, enfin quoi qu'il a dû commencer à 4 ans, donc c'est pas les premiers, et il fantasme sur le fait qu'à 16, 17, 18, 20 ans, il fera peut-être partie des 10 premiers joueurs mondiaux. Mais attendez, il a 7 ans. Vous l'installez dans l'espérance, donc dans la crainte, pendant des années. Quand je pense à ces milliers de jeunes gens qui passent des heures et des heures en piscine, dans l'espoir que dans 10 ans, dans 15 ans, ils auront une médaille aux Jeux Olympiques et qui vont perdre leur enfance, peut-être pas, mais il y a tellement mieux à faire quand on a 7 ou 8 ans que faire des longueurs en piscine indéfiniment. Sans compter que la plupart de ces sports sont très mauvais pour la santé. Beaucoup de grands sportifs à 30 ans sont terriblement abîmés. Alors là, pour le coup, c'est peu vrai de la natation, mais c'est absolument vrai du tennis, par exemple, ce qui est un sport mauvais pour la santé au niveau de la compétition. Alors là, voilà, je crois que le sport peut servir d'exemple pédagogique pour penser par exemple la différence entre le but et la fin, entre le scopos et le télos, mais que malheureusement la façon dont le sport de compétition fonctionne est à l'opposé de la vertu pédagogique qu'il pourrait avoir. Pour le sport de compétition, parce qu'inversement, j'avais été touché quand mes garçons étaient inscrits donc au club de football de la petite ville de Seine-et-Marne où nous habitions à l'époque. Ils avaient donc une licence, donc un petit carnet de licence, et qui était préfacé cette année-là par Platini. Alors, déjà à la retraite, mais au sommet de la gloire. Et Platini disait à ces jeunes garçons, ne rêve pas que tu seras un footballeur professionnel. Ne rêve pas que tu joueras, que tu participeras à la Coupe du Monde de football. Prends plaisir à taper dans le ballon quand tu tapes dans le ballon. C'était une espèce de leçon de stoïcisme, de leçon de sagesse faite par Platini à l'usage de jeunes garçons. Et je crois que c'est bien plus important de leur apprendre ça, prendre plaisir à faire un match de foot quand on fait un match de foot, prendre plaisir à courir quand on court, à taper dans le ballon quand on tape dans le ballon, à taper dans la balle quand on tape dans la balle, plutôt que espérer dans 5 ou dans 10 ans avoir un niveau sportif que selon toute vraisemblance, on n'aura jamais, et qui, quand bien même on l'aurait, ne compensera pas forcément les années qui auront été sacrifiées à poursuivre ce but. Donc là, c'est un thème qui vous est cher, comme la phrase de Sénèque que vous aimez citer, « Quand tu auras des appris à espérer, je t'apprendrai à vouloir ». Voilà, autrement dit, espérer un peu moins, vouloir, donc agir un peu plus. Mais j'ai entendu, alors, une tenniswoman, je crois que c'est Mauresmo, si mes souvenirs sont bons, qui expliquait que pour elle, la concentration, c'est quand elle tapait dans la balle, ne pas penser à autre chose qu'au fait de taper dans la balle. Être un avec l'acte qu'on accomplit. C'est la leçon des arts martiaux dans le zen japonais aussi bien. 2 sportifs qui font par exemple un combat de judo.
celui des deux qui espère la victoire, inévitablement, il a peur. Et comment voulez-vous espérer la victoire alors que le combat est en cours? La victoire, par définition, n'est pas là. Vous allez me dire, mais comment faire un combat de judo si on n'espère pas la victoire? Mais si tu es en train de monter une prise, d'effectuer une prise, il ne faut désirer que la prise que tu effectues. Et il faut donc vouloir et non pas espérer être un avec le geste qu'on accomplit au moment où on l'accomplit. Et si bien que le vrai champion zen, le maître de sagesse, qui serait par ailleurs un sportif, se reconnaîtrait à ceci, qu'il n'espère pas la victoire, qu'il n'a donc pas peur de la défaite. Il n'en est que mieux concentré, puisque celui qui pense déjà à la victoire ou qui craint la défaite, il est séparé de son acte, puisque la victoire ou la défaite ne sont pas encore là. Il est séparé du présent par l'avenir. Celui qui a renoncé à l'espérance et qui s'est libéré de la crainte est tout entier au présent, tout entier dans son acte. Il est beaucoup plus redoutable. Je crois que on lit ça dans les textes zen, mais le samouraï, comme il dirait, qui n'espère pas la victoire et qui n'a pas peur de la défaite, celui-là est vraiment invincible.